Bonsoir à toutes tous. Ce soir, nous allons voir le premier épisode du webinaire des parasites et leurs impacts. Donc, on aura un deuxième webinaire demain concernant l'effet des parasites sur les intestins et sur la flore intestinale. Et puis, le troisième qui aura lieu samedi, où nous parlerons des solutions naturelles qu'on peut prendre dans le cadre de présence de parasites. Allez, go, on commence. Dans un premier temps, faut bien prendre en compte que les parasites, c'est un vrai danger, c'est un danger qui est invisible dans le corps, on ne le voit pas forcément. On verra tout à l'heure qu'il n'est pas forcément détectable. Donc, c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux. C'est pas, comme dirait le professeur, un docteur professeur Jean-Paul Dupuis, qui est infectiologue, c'est pas seulement une menace pour des régions tropicales. On dit voilà, bon, bah, les parasites, c'est seulement pour certains pays. Qui sont plus favorables à avoir des parasites. Mais en fait, ils peuvent se faufiler dans le quotidien, aussi bien en Europe qu'en France, que dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment un danger à prendre au sérieux. Et bien prendre en compte que les parasites ont un impact sur le système immunitaire. Donc, c'est vraiment important. Alors, parasite de mémoire du latin, ça veut dire invité à la table des riches. Donc, il faut savoir que les parasites, ben voilà, ils s'invitent à la table riche que nous pouvons avoir à l'intérieur de notre organisme. Bien qu'ils soient invisibles à l'œil nu, en fait, ils ont des effets sur notre corps qui peuvent être puissants, mais surtout dévastateurs. Donc, c'est un vivant clandestin dans le système digestif, dans nos tissus, dans nos organes. C'est vrai que lorsqu'on parle de parasites, on pense tout de suite aux parasites au niveau des intestins, mais pas que. Il peut y en avoir effectivement au niveau des articulations, il peut y en avoir au niveau du cerveau, il peut y en avoir au niveau du pancréas, donc il peut y en avoir un petit peu partout. Donc en fait, ces parasites, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se nourrissent de tous nos nutriments. Donc ils ont deux effets, effectivement, bon, on verra un petit peu plus tard, mais important, c'est qu'ils vont se nourrir de nos propres nutriments et ils vont aussi dégrader l'organisme par les toxines qu'ils peuvent produire. Les parasites internes peuvent causer donc un certain nombre, une multitude de symptômes. Euh, on est tous exposés. Donc, on verra pourquoi, on verra ce que peuvent être ces multiples symptômes et puis également comment on peut être exposé, comment on peut les avoir. Et je vous dirai deux mots aussi sur le fait qu'ils sont très difficiles à détecter. Bon, quelques types de parasites qu'on peut avoir au niveau interne. Il y en a un peu plus d'une centaine qui sont connus aujourd'hui en termes de parasites. Donc là, on va vraiment faire un focus sur les parasites. Je ne vais pas parler de bactéries, je ne vais pas parler de virus, je ne vais pas parler de candide, de candide, euh, de champignons, de candidose, des choses comme ça. Donc là, on va vraiment faire un focus sur les parasites. Donc on a les protozoaires, en fait. Bon, là, il y a effectivement trois. Je vous ai mis trois noms, par exemple. Alors, la particularité, c'est qu'ils sont unicellulaires et qu'ils se multiplient très, très, très rapidement dans l'organisme humain. On va l'avoir notamment par l'eau, les aliments, contact avec une personne infectée. L'eau, bah, ça peut être aussi l'été quand on nage dans des eaux d'eau douce. Donc, on va pas être sur de l'eau salée, mais sur les eaux douces, on peut être affecté par ce type de parasites. Généralement, ils sont sous forme d'infection intestinale, que ce soit Giardia intestinalis, Entameraba histolytica ou Toxoplasma gondii. Donc ça, c'est comment dire, des parasites qui vont avoir un impact généralement au niveau des intestins. Voilà juste quelques mots pour vous dire. Alors ça, c'est un peu plus, ce qu'on connaît un peu plus, c'est les helminths qui eux sont multicellulaires en fait et qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur, hein. C'est des fois l'image qu'on peut avoir, le mythe du parasite qui peut faire plusieurs mètres. Mais en fait, c'est pas qu'un mythe, c'est vraiment existant. Donc c'est plutôt, on a l'Ascaris lumbricoïde qu'on connaît plutôt. C'est un ver rond en fait. Il va être responsable de l'ascardiose qui est en fait souvent contracté par l'ingestion d'aliments, d'eau, contaminés par des œufs d'ascaris, ça peut être les fruits notamment. Et généralement, ça se transforme en douleur abdominale. Il peut y avoir aussi effectivement des obstructions intestinales, donc là, on va être sur de la constipation. Et puis, une mauvaise absorption des nutriments, ce qui généralement, petit à petit, se transforme en fatigue, en fatigue chronique.
Il peut parfois effectivement aussi avoir un impact au niveau du foie et du pancréas. On a également l'oxyure, donc c'est des petits vers ronds qui sont souvent contractés dans les collectivités en fait, et donc notamment chez les enfants. C'est ce qu'on connaît un peu, c'est un peu le paradis des enfants, euh, dont effectivement les femelles viennent pondre autour de l'anus pendant la nuit. Donc ça, c'est un peu le parasite des enfants, le plus connu pour les enfants. Dans la continuité des autres helminths en forme vert, donc là, toujours, ils sont multicellulaires et pareil, ils peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a d'autres types de d'helminths. Donc, on a les Tanias solium, ce qu'on appelle et qu'on connaît bien sous le nom de vers solitaire, en fait. Donc, cela, ça infecte en fait les humains par la consommation de viande de porc, notamment, ou de bœuf insuffisamment cuite. Comme je vous ai dit, donc, ce ver peut atteindre plusieurs mètres, provoquer des douleurs abdominales, des nausées, parfois des crises convulsives en cas d'infection du cerveau. C'est-à-dire que généralement, on peut les retrouver au niveau de l'intestin, mais ils peuvent voyager. Alors, comment ils voyagent? Ben, tout simplement parce que comme ils sont au niveau des intestins, et c'est au niveau des intestins que se transmet des nutriments, l'eau dans le sang, en fait, si toutefois la paroi des intestins, de la faille intestinale est dégradée, ils peuvent passer et entrer dans le sang et se balader dans l'ensemble de l'organisme. Ça peut aussi effectivement se transformer sous forme de nausées ou des crises convulsives en cas d'affection du cerveau, ce que je disais précédemment. On a le strongyloïde stercoralis, pardon. C'est en fait un ver qui peut pénétrer effectivement directement dans la peau. Donc ça, c'est généralement quand on marche pieds nus l'été, et donc il peut y avoir des sols contaminés et en fait l'infection, on récupère le parasite qui est à la peau. Alors c'est là aussi une infection plutôt intestinale qui va se transformer sous les douleurs abdominales et là ça peut se transformer effectivement dans les diarrhées chroniques. Voilà pour la partie helminthe. On a les vers plats, les cestodes, qui s'attachent en fait aux parois des intestins. On a une image en haut à droite et ça se transmet souvent par la consommation d'aliments contaminés. Donc on a l'Echinococcus granulosus. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, mais ce parasite peut former des kystes au niveau des organes vitaux comme le foie, les poumons. Euh, donc c'est là aussi un parasite qui peut avoir un effet assez impactant sur l'organisme et effectivement présenter comment dire, des dommages sérieux pour l'organisme. Il peut être contracté par l'ingestion d'œufs présents dans les excréments d'animaux domestiques, notamment les chiens, les choses comme ça. Ça peut paraître bizarre, on dit, bah voilà, bah, effectivement, si c'est au niveau des excréments des animaux, je ne sais pas comment on peut l'absorber, bah, il suffit que, comment dire, euh, il suffit que ce soit sur certains aliments, notamment les fruits et légumes, qui tombent par terre, des choses comme ça, on récupère, on ne lave pas très bien, et, euh, et on peut se retrouver affecté. Le Diphyllobotrium latum, donc est celui solitaire, on appelle ça le ver solitaire du poisson. Donc c'est un ver qui est transmis, bien évidemment, par la consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits. Donc quand je pense poisson cru, je pense gazpacho de poisson, je pense également au sushi ou des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est plutôt présent dans les régions où on mange souvent beaucoup de poissons et notamment le poisson cru. Il peut provoquer en fait, lui, une carence en vitamine B12 et des symptômes digestifs. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impacts qui peuvent être au niveau de, comment dire, des intestins. Là, je fais un focus sur un ver plat qui s'appelle Opistorchis felineus. On l'appelle également le ver du foie ou le ver du chat. Donc, c'est un parasite qui est plat lui aussi, donc il fait partie des vers plats. Et qui, en fait, a la particularité, c'est qu'une fois qu'il est ingéré, il se développe au niveau du foie, des voies biliaires et voire même au niveau du pancréas. Donc, cette pompe peut provoquer une inflammation chronique et des complications sévères. Donc, en fait, bah, la personne, petit à petit, commence par être infectée par l'ingestion de la chair crue ou insuffisamment cuite de poissons qui sont infestés. Et c'est comme ça qu'en fait, une personne peut contenir dans son organisme certains parasites. Donc, il va provoquer des inflammations, des voies biliaires,
ce qu'on appelle la cholangite et cholestase. Ça peut entraîner des douleurs abdominales intenses, des nausées, des vomissements, des jaunisse. Ça peut se transformer en pancréatite, donc qui va être une inflammation au niveau du pancréas, qui va perturber donc la production d'enzymes digestives essentielles et qui peut provoquer des douleurs abdominales sévères. Ça peut même aller jusqu'à des maladies beaucoup plus graves comme le cancer des voies biliaires, puisqu'il y a des études qui ont démontré que l'infection chronique par ce type de parasite euh, est souvent associée à un risque accru de cancer des voies biliaires. Euh, pour la, pour la petite histoire, et ça je le partage avec vous, on a eu un enfant qui a eu qui vivait donc en Grèce. Des parents étaient de Roumanie. Et du jour au lendemain, l'enfant de 10 ans s'est retrouvé avec une prise d'insuline toutes les 3 heures, jour et nuit. Et en fait, par un intermédiaire, le sujet est arrivé à notre équipe Revivre. Et ce qu'on a fait, c'est on- on s'est douté que ça pouvait être un parasite. On ne savait pas forcément lequel au début. Et puis, quand on a fait quelques recherches, on a vu que ce type de parasite pouvait dérégler le pancréas. Et en fait, il s'avérait que c'était ce type de parasite qui venait perturber comment dire, le fonctionnement correct du pancréas. Donc, avec les solutions naturelles Corac Globe, on a fait un programme spécifique pour un enfant de 10 ans. On a réduit en fait, on a réduit les doses. Et je crois que l'enfant, ça faisait un peu plus d'un an qu'il faisait des prises d'insuline. Et de mémoire, au bout d'un mois et demi, 2 mois, le sujet était réglé et le pancréas est redevenu avec un fonctionnement normal. Ce qui fait que la prise d'insuline, hein, elle s'est terminée, quoi. Donc, bien content que le sujet était ce parasite-là et que ça a pu être réglé sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est une expérience que je vous partage. Les modes de contamination des parasites internes, donc il peut y avoir une contamination de manière alimentaire ou hydrique, donc par l'eau. Généralement, c'est la voie principale de transmission des parasites intestinaux. Donc souvent, bah, ça va être via des aliments crus ou mal cuits, notamment viande de porc, de bœuf, de poisson, comme j'ai pu le dire précédemment. Et donc ces aliments-là peuvent contenir en fait des larves de parasites comme le ténia ou le Diphyllobotrium latum. On a l'eau non traitée ou pas bien traitée. Donc, on a vu les protozoaires précédemment. Donc, tu peux être Giardia, Cryptosporidium, qui peuvent se trouver effectivement dans l'eau des rivières, des lacs. Suffit de nager, de boire un peu la tasse, de boire un peu d'eau sans le faire de manière volontaire. Et puis, on peut se retrouver effectivement avec des parasites. Fruits et légumes, hein, on dit toujours de bien laver les fruits et légumes. Bah, il y a une bonne raison. C'est parce que en fait, les fruits et légumes peuvent contenir certains œufs de parasites, notamment si on ramasse des fruits qui sont tombés par terre, et qui sont en contact au sol et qui peuvent effectivement contenir des œufs. On ingurgite en fait les œufs, ils viennent effectivement au niveau de l'estomac. Et à partir de là, ben, on se retrouve affecté. Contamination par contact humain. Donc c'est plutôt les oxures en fait qui vont se transmettre très 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 facilement juste par contact d'une personne infectée donc à une autre via des surfaces contaminées et donc bah, il suffit qu'une personne infectée une poignée de porte touche une poignée de porte. On a les transports, on a les salles de sport également. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les gens qui vont en faire très attention. Je dirais que ça fait partie du quotidien, les parasites font partie du quotidien, et c'est pour ça qu'on recommande, on verra ça samedi, un programme naturel dans le cadre des parasites, parce que on ne peut pas non plus nettoyer toutes les poignées de porte, tous les supports de transport en commun, donc ça fait partie de la vie, c'est pour ça que c'est bon de faire un programme au moins 2 fois dans l'année. Dans les oxyures, notamment, les enfants vont se retrouver infectés par des œufs présents dans les surfaces partagées. Je pense notamment les jouets, je pense notamment la literie, je pense notamment les toilettes, je pense aussi les aires de jeu pour enfants. On a aussi les amibiases et giardiases, en fait, c'est des infections qui peuvent aussi se transmettre par contact avec des personnes infectées. Surtout dans des milieux où il y a des règles d'hygiène qui ne sont pas forcément très bonnes.
Transmission par la peau, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a certains parasites, comme les larves de strongyloïdes, qui pénètrent directement dans la peau. Donc, c'est pas dans de l'aliment, c'est pas comme ça, mais en fait, ils viennent en surface de la peau et ils peuvent rentrer au niveau de la peau. Alors ça, c'est souvent attrapé, notamment pendant l'été. Moi, le premier, je marche pieds nus dans le jardin. C'est très agréable et puis c'est bon d'être en contact avec l'énergie de la terre. Et c'est la raison pour laquelle moi, tous les automnes, donc après l'été, je fais un programme anti-parasite. Donc c'est une voie de transmission qui est très fréquente, notamment dans les régions tropicales où l'assainissement peut être limité. Donc si on marche pieds nus dans des zones de voyage tropicales, on peut être amené effectivement à récupérer certains parasites. Autre contamination possible, bah, j'en ai parlé un peu aussi, c'est les salles de sport, les aires de jeu pour les enfants, les poignées de porte, les interrupteurs aussi, les manipulations des aliments crus, viande et poissons, un gros phénomène de parasites qu'on oublie toujours, c'est les transports en commun, quoi. Regardez que quand il y a par exemple une gastro ou qu'il y a une grippe, suffit qu'il y en ait un dans les transports en commun et là il y a toute une vague de personnes contaminées par un grippe ou par un gastro. Une question que je voulais poser qui est vraiment importante. Je dis, bah oui, mais les parasites, en fait, ils sont détectables. On fait des analyses et puis à partir du moment de l'analyse va nous permettre de nous dire si effectivement on a des parasites ou pas. Bah, en fait, une analyse négative, ça signifie pas toujours qu'on n'a pas de parasites. Et là, je vais vous donner un exemple. On avait une maman qui avait un enfant qui est parti aux urgences parce qu'il n'arrêtait pas de vomir, il avait des douleurs abdominales. C'était une collègue de travail. Et bah, je lui ai dit, bah, voilà, écoute, euh, Mihaela s'appelait Mihaela. Je dis, Mihaela, vu les symptômes que ton enfant présente, je ferai un traitement contre les parasites. Je suggérerais ça. Et en fait, elle m'a répondu que bah, non, non, pas nécessaire. Mon enfant, elle a déjà fait faire des analyses à l'hôpital pour savoir s'il y a comment dire, une présence de parasites. Et en fait, il a eu un traitement, pas pour les parasites, et puis il est revenu à la maison 2 semaines après, rebolote. De nouveau malade, de nouveaux problèmes intestinaux, vomissements, diarrhée. Et je ne sais pas s'ils ont refait une analyse et qu'ils ont trouvé quelque chose. En tout cas, ils ont fait un traitement antiparasite. Elle me l'a avoué à demi-mot parce que je lui avais conseillé malgré une analyse négative de présence de parasites, de faire quand même un traitement parasite. Je lui ai dit, voilà, on a des solutions naturelles qui peuvent aider l'enfant, on peut faire quelque chose, un programme adapté. Et bah, en fait c'était bien ça, parce que l'enfant est revenu à la maison après un traitement antiparasite, qui était un traitement allopathique, pas un traitement naturel, mais bon, le principal, c'est que l'enfant soit revenu à la maison en bonne santé. Donc voilà, on dit voilà, bah, si j'avais des parasites, ça se verrait dans mes analyses. Bah, en réalité, en fait, c'est pas forcément le cas. La majorité des infestations bah, passent vraiment inaperçues. Il y a une multitude, un peu plus d'une centaine, par exemple, euh, de, de, de parasites qui peuvent affecter l'organisme humain. Puis en fait, pour le moment, on sait en détecter que très peu. Donc, voilà, les parasites, ils apparaissent pas, comme j'écris ici, ils apparaissent pas toujours en continu dans les selles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que certains parasites vont émettre des œufs seulement tous les 7, 14 ou 21 jours. Donc, si on fait une analyse au moment, effectivement, il n'y a pas de pont d'œufs, bah, la réponse ça va être négative, même si l'organisme est infesté. Il y a beaucoup de parasites qui ne vivent même pas dans le tube digestif. Bah oui, en fait, si on fait des analyses et puis que c'est plutôt les analyses donc, qui vont être faites des excréments de la personne, bah oui, mais si les parasites se trouvent dans le foie, dans les poumons, les muscles, le sang, la lymphe également, bah, on peut faire tout type d'analyse. Ça va pas forcément, on va pas forcément détecter la présence de parasites. Ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires, de manière générale, euh, là, je dis effectivement, la plupart des parasites sont microscopiques, donc ils ne se voient pas forcément.
Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires, ils vont tester que quelques espèces connues. Donc, ils vont tester, comment dire, la présence de parasites pour les quelques parasites qui sont les plus connus. Donc, c'est pas non plus une analyse très approfondie. Donc, sur 100 espèces de parasites qui peuvent affecter l'être humain, il n'y en a que quelques-uns qui vont être recherchés. Donc, si c'est trop petit, trop rare et que ça ne rentre pas dans le cadre des parasites qui sont analysés, ben, les parasites ils vont passer les parasites vont passer à la trappe de l'analyse, quoi. Donc, l'analyse va revenir en fait de manière en disant, bah voilà, non, effectivement, il y a pas de parasites. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système immunitaire, il peut masquer aussi la présence de parasites. Ça, on ne le sait pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que le système immunitaire a la capacité d'encapsuler les larves. Et puis, bah, il va compenser les carences, c'est-à-dire que bah, il va dire, voilà, allez, on englobe les larves pour pas qu'elles se développent. On va récupérer, je ne sais où, certains nutriments pour essayer de gérer un certain manque d'éléments, des minéraux notamment. Et puis, et ben, il va limiter les inflammations. Et puis, bon, en fait, on va dire, bah, c'est OK, bon, ça va. J'ai un peu de fatigue, mais ça va, parce qu'en fait, le système immunitaire, il va cacher la présence de parasites. La particularité, c'est que le système immunitaire, tant qu'il y a la présence de parasites, bah, il va fonctionner en continu, quoi. Pour cette partie-là, pour les parasites. Donc, l'organisme, bah, finalement, bah, il va s'adapter, il va mettre, et les tests qui vont être faits, ils vont rien voir du tout sur la présence de parasites, jusqu'au moment où il va y avoir des symptômes qui vont être beaucoup plus costauds, beaucoup plus forts, où là, effectivement, on peut se demander bah, voilà, s'il n'y a vraiment pas la présence de parasites. La prise de sang, parce que ça a été aussi des questions que j'ai eues. Ben en fait, les prises de sang elles vont détecter que les phases aiguës lors de présence de parasites. Donc, ça va être des infections qui vont être graves, des infections qui vont être liées, des infections, exemple, tropicales, des inflammations qui vont être massives. Mais tout ce qui va être inflammation, infestation chronique, lente, silencieuse, comme font si bien les parasites, bah, ça laisse presque aucune trace dans le sang. Par exemple, on va dire, bah voilà, vous manquez de fer, madame, vous manquez de fer, monsieur, vous manquez de fer. OK, donc on peut détecter un manque de fer, mais on ne va pas forcément détecter que la raison, c'est les parasites. Et ça c'est souvent c'est une très grande raison pour le fait comment dire, d'avoir une déficience en fer. La majorité des parasites humains, eh ben, ils ne survivent pas en dehors du corps. Ça, c'est une autre information que je vous donne, qu'on ne sait pas forcément. Donc, dès qu'ils arrivent à sortir de l'intestin, s'ils sont exposés à l'oxygène, à la lumière, au froid ou même peut-être à la chaleur, il va commencer à se dégrader, effectivement. Et donc, les tissus bah, du parasite ils vont se dissoudre, les membranes vont éclater, et puis, bon, quelques minutes, il ne restera plus rien dans les excréments de la personne qui sont analysés. Donc, et puis, une analyse n'est jamais immédiate, il faut le savoir. Ça veut dire quoi? Qu'il faut au moins 24 heures ou 48 heures pour faire une analyse. Donc, entre le prélèvement, le transport, le traitement au laboratoire, ben, il se passe du temps, donc, comme je vous dis précédemment, en 24 heures à 48 heures. Et puis bah, en fait, effectivement, l'analyse ne va pas forcément détecter la présence va pas forcément, comment dire, détecter la présence de parasites. Et puis, comment dire, le parasite a aussi la capacité de s'autodétruire. C'est-à-dire donc ce qu'on appelle l'autolyse. Donc, s'il reste un certain nombre de temps à l'extérieur de l'organisme, il peut, entre guillemets, on va dire l'autolyse, s'autodétruire, ce qui fait qu'il n'est pas détectable, il est pas détectable dans une analyse. Donc, vous voyez, il y a quand même des bonnes raisons qui vous montrent que bah, une analyse, même si elle est négative, ça ne suffit pas à dire que l'organisme de la personne ne contient pas de parasites. Maintenant, on va faire un focus sur les symptômes des infections parasitaires internes. Donc, les symptômes des infections parasitaires, bah, ça peut varier effectivement en fonction de la personne, en fonction du parasite. Mais je vous ai listé un peu les différents symptômes qu'on peut retrouver le plus souvent. Donc, on peut avoir des troubles digestifs qui peuvent être des diarrhées, des ballonnements, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. On peut avoir aussi des constipations, donc ce qui fait que c'est super, ça peut être difficile à détecter.
comment, comment on peut croire que la présence de parasites peut contraindre peut entraîner une constipation de la personne? Donc, ça peut varier. Il peut y avoir une perte de poids ou de malnutrition. Donc, bah, évidemment, certains parasites, comme je vous ai dit, parasites à l'origine, c'est les invités à la table des riches. Donc, si on est riche en nutriments, bah, eux, ils vont être des invités bien contents. Donc, ils vont voler les nutriments de la personne et puis ça va entraîner un certain nombre de carences nutritionnelles en minéraux. Je vous ai parlé tout à l'heure du fer notamment. Une perte de poids inexpliquée, une fatigue bah, qui va être extrême parce que l'organisme ne va pas avoir toutes les ressources nécessaires et normales pour pouvoir fonctionner correctement. Il peut y avoir des problèmes cutanés, donc tout ce qui va être démangeaison, rougeur, éruption, qui peuvent parfois apparaître. Ben, on peut les associer en fait avec des infections aux parasites et notamment aux oxydants. Fatigue chronique, une infection parasitaire va affecter tout le niveau d'énergie. Bah, effectivement, s'il consomme des nutriments, bah, forcément, petit à petit, la personne va avoir une fatigue chronique. Troubles de sommeil, qui vont notamment provoquer des démangeaisons nocturnes et qui peuvent perturber le sommeil. Pas que, bon là je vous ai écrit ça, mais pas que, il faut quand même savoir que les parasites produisent des toxines, hépatotoxines et neurotoxines, donc qui peuvent avoir un effet notamment sur le sommeil. Pour les dames notamment, si vous avez des cystites à répétition, je vous conseille fortement de faire, comment dire, un programme naturel antiparasite. J'avais mis une vidéo, vous retrouverez aussi sur mon canal YouTube, relire une vidéo du professeur Humbert qui explique effectivement qu'une femme elle est venue qui est spécialiste notamment sur la partie parasite et qui a eu une patiente qui est venue le voir et qui disait, bah voilà, je ne sais plus quoi faire, j'ai une cystite, deux cystites, trois cystites, elle a dû faire 10 cystites en un an et demi à peu près. Donc, ça veut dire que bah, elle avait des traitements, ça allait, après ça retombait, voilà, donc elle avait des infections à nouveau. Et le professeur Imbert a dit, bah, attendez, on va faire un traitement antiparasite, puis on va voir ce qui va se passer. Et je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais pratiquement, voilà, l'affaire était terminée. Donc, mesdames, si vous avez des cystites, et mesdemoiselles, des cystites à répétition, mon bon conseil, c'est de faire ma suggestion et de faire un programme antiparasite naturel. Je vous ai mis aussi les dangers à long terme des parasites en interne de l'organisme. Donc, on peut avoir des symptômes digestifs, donc des douleurs abdominales, notamment dans les cas des parasites intestinaux, Ascaris, Ankylostrom. On peut avoir des diarrhées ou constipations, donc on peut avoir des alternances possibles. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile à détecter, même à travers des symptômes, les parasites. Il peut y avoir des nausées, des vomissements. Il peut y avoir des présences de sang ou mucus dans les selles. Il peut y avoir une perte de poids, c'est ce que j'expliquais aussi précédemment, un peu inexpliqué. Des symptômes un peu plus généraux, bah, on va être sur des fatigues chroniques, une faiblesse musculaire ou sensation de léthargie. Il peut y avoir des fièvres intermittentes ou prolongées, des douleurs articulaires ou musculaires. Il y a certains parasites qui viennent pondre dans les articulations, donc dans les zones, par exemple, si on prend le genou, dans cette zone-là, entre la partie supérieure et la partie inférieure du genou. Et ils viennent pondre les œufs ici. C'est pour ça que quand on prend des solutions naturelles, notamment pour les articulations, je préconise dans un premier temps de faire un- comment dire, un programme de antiparasite. Voilà. Ensuite, d'autres symptômes principaux et symptômes cutanés. Donc, tout ce qui va être démangeaison, qui va être lésions cutanées, éruption cutanée, urticaire, eczéma, psoriasis, ça peut être causé par des réactions par les parasites. Il faut savoir que les parasites, leurs toxines sont très allergiques. Ça peut créer des réactions très allergiques et donc les toxines, en fait, bah, ils produisent beaucoup de toxines. À un moment donné, l'organisme est sature et généralement, le premier, comment dire, signe d'alerte d'un organisme, ça va être la peau. Donc, quelqu'un qui a des démangeaisons, qui a de l'urticaire, qui a de l'eczéma, du psoriasis, je le conseille dans un premier temps.
je conseille de faire un programme parasite, un programme naturel parasite, de bien s'hydrater avant pour pouvoir éliminer déjà une partie des toxines produites par les parasites, donc avec une eau biologique active, et puis après de faire un programme naturel. Ça permet d'éliminer donc ça peut aider à éliminer effectivement les infections cutanées. Symptômes neurologiques et psychologiques. On peut être irritable, on peut être anxieux, donc ça va avoir un effet sur la partie émotionnelle. Je vous ai dit précédemment insomnie, trouble du sommeil. Ça peut causer des maux de tête, ouais, par l'inflammation des toxines, donc une inflammation via les toxines. Des crises convulsives, des troubles neurologiques graves, donc en cas de neurocystéricose, qui est notamment le ténia qui est présent dans le cerveau. Donc, voilà, hein, c'est quand même des symptômes qui nous montrent qu'il faut vraiment prendre ce sujet au sérieux. Je vous ai mis quelques symptômes plus spécifiques à certains organes. Il peut y avoir des toux chroniques, des essoufflements. Ça, c'est notamment lorsqu'il y a une migration des larves vers les poumons. Ça se passe via le sang. Jaunisse ou douleur du foie, donc en cas parasitose hépatique, la douve du foie. Et puis, il peut y avoir des troubles urinaires. J'ai parlé de cystite tout à l'heure. Hématurie sont dans les urines. Donc là, ça peut montrer une présence de parasites. Signe de carence nutritionnelle, anémie, donc due à une perte du fer. Donc il y a des parasites qui sont friands de fer. Carence en vitamine B12. Fer, j'ai une demoiselle qui n'arrivait pas à retenir le fer et qui prenait du fer naturel et tout ça en complément. Et je dis, bah voilà, mais est-ce que vous avez fait un programme un jour naturel antiparasite? Ah bah non, non, bah, j'ai essayé parce que généralement ça peut être le témoin de la présence de parasites. Et effectivement, la personne, bah, ça allait quand même beaucoup mieux. Et en fait, si on règle pas ça, bah, on va prendre du complément de fer en permanence, juste pour nourrir les parasites. Donc, et eux, ils n'attendent que ça. Donc ça, c'est juste pour vous transmettre aussi, vous partager une expérience que j'ai eue. Carence en vitamine B12, là, notamment par ténia du poisson. Donc, voilà, ça a effectivement un effet sur l'organisme. Autres symptômes beaucoup plus rares, mais plus atypiques. On peut avoir des inflammations chroniques pouvant imiter des maladies auto-immunes. Intéressant ça, hein. Donc des inflammations qui se transforment dans des maladies auto-immunes, ou du moins pour imiter des maladies auto-immunes. Peut-être que le parasite, il va faire en sorte de ne pas être détecté. Les parasites vont faire en sorte de ne pas être détectés. Donc, il peut, comment dire, avoir certains impacts qu'on va associer à une maladie, par exemple dans ce cas-ci, dans des maladies auto-immunes, puis en fait, derrière, ce sont des parasites. Perte de cheveux, ongles cassants, c'est notamment lié à des carences, et donc ça peut avoir un impact à ce niveau-là, le parasite. Et puis, épaississement de la peau ou éléphantiasis, ah oui, notamment la filariose lymphatique. Donc, vous voyez, bon, je vous ai mis des exemples, il y en a certainement d'autres. Je vous ai mis des exemples de symptômes qu'on connaît un peu plus, certains un peu plus spécifiques. Et puis, comme ici, certains un peu plus rares, on se dit, bah voilà, comment ça peut intervenir, comment juste des parasites peuvent avoir tel type. Je vous ai raconté l'histoire précédemment de l'enfant de 10 ans qui prenait de l'insuline parce qu'il y a un dysfonctionnement du pancréas. Et puis, 1 an ou 2 ans, prenait de l'insuline toutes les 3 heures, jour et nuit, quoi. Tout ça parce qu'il avait un pancréas qui s'était développé, un parasite qui s'était développé au niveau du pancréas, quoi. En ayant mangé du poisson, très certainement. Et le sujet a été réglé en un mois, hein, le temps du traitement en fait de la personne. Voilà. Les dangers à long terme des parasites internes. Donc, c'est bien d'avoir ça à la tête. Donc, bon, effectivement, je vous en ai parlé, mais il peut y avoir effectivement des anémies, des carences, donc avec des nutriments essentiels qui sont volés par les parasites. Affaiblissement du système immunitaire, parce que l'organisme est constamment sollicité pour combattre les infections parasitaires. Puis petit à petit, le système immunitaire va devenir un peu plus vulnérable aux infections. Donc, on va être plus favorable à avoir un rhume, à avoir des choses comme ça, parce que effectivement, on a un fond immunitaire qui est pas au niveau. On peut avoir des complications un peu plus graves, certains parasites comme Echinococcus, qui est responsable de l'échinococcose,
qui peuvent causer en fait des kystes dangereux dans les organes tels que le foie et le poumon. Je l'ai dit déjà. Il peut y avoir un risque de transmission. Donc, un enfant peut le transmettre à ses parents, les parents peuvent le transmettre à ses enfants, un enfant peut le transmettre à ses frères et sœurs. Donc, ça peut se propager dans toute la famille, surtout s'il y a des environnements plutôt clos, quoi. Complications médicales, infections chroniques, on peut avoir des inflammations chroniques. On peut avoir des obstructions intestinales donc dues comment dire, à la présence de parasites à la longue, pancréatite, donc comme mentionné précédemment, on a certaines affections qui peuvent entraîner des inflammations du pancréas qui vont affecter l'organisme. Danger à long terme, on peut avoir une malnutrition, un affaiblissement du système immunitaire, une croissance et développement altérés, donc je pense notamment aux enfants. Et puis, dans un domaine un peu plus grave, effectivement, ça peut entraîner certaines affections, comme celles causées par l'Opisthochis ou Clonorchis, peuvent s'associer. C'est pas forcément eux qui vont provoquer le cancer, mais ils peuvent créer en fait un environnement favorable à ça. Dommages aux organes, les parasites peuvent évidemment causer des dommages aux organes vitaux comme le foie, les poumons ou bien encore le cœur. Voilà. Comment les parasites internes ils peuvent provoquer un état de dépression. Je fais un petit focus aussi. Il peut avoir un impact important sur l'état mental, émotionnel. Hein. On est parlé également ici dans un slide précédent. Donc, notamment en augmentant le risque de dépression. Donc, en fait, pour comprendre les mécanismes biologiques, donc, il y a une modification des neurotransmetteurs. Donc, il y a certains parasites comme le Toxoplasma gondii qui ont été associés à des changements dans les niveaux de neurotransmetteurs, tels que la dopamine, la sérotonine. Donc la sérotonine qui en particulier joue un rôle central dans la régulation de l'humeur. Et puis une diminution de ces niveaux, ça peut entraîner petit à petit des symptômes dépressifs. Des réactions inflammatoires, les parasites stimulent souvent le système immunitaire de l'autre, ce qui va provoquer en fait une inflammation continue en fait, et donc chronique. L'inflammation systémique peut affecter comme le cerveau, elle peut comment dire, entraîner des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires, donc qui sont liés à la dépression. Il y a des études qui ont montré que l'inflammation est un facteur vraiment important dans la dépression chez certaines personnes. Donc, si le parasite est favorable à ce genre de situation, bon, effectivement, on a un lien très clair ici avec un parasite, quoi. Le lien entre parasites et puis la dépression, donc toujours en continu. Donc, évidemment, si on a des carences nutritionnelles, donc si les parasites absorbent les nutriments vitaux de la personne, ça va provoquer des carences en vitamines, en minéraux essentiels, et donc en bon fonctionnement du système nerveux. Donc, par exemple, les carences en fer et en vitamine B, notamment B12 dont j'ai parlé précédemment, elles sont connues pour affecter la santé mentale et peuvent causer des symptômes dépressif. Voilà en synthèse ce que je voulais vous dire sur ce premier volet des parasites et puis de leurs impacts. Donc, on a vu qu'il y avait une multitude de parasites, ils font partie de notre environnement, qu'il y a plein de manières de pouvoir transmettre, de pouvoir être contaminé par des parasites, mais ça fait partie de notre environnement, ça c'est normal. Il y a des différents symptômes qui peuvent nous alerter sur la présence de parasites. On a vu qu'une analyse n'est pas forcément suffisante pour pouvoir détecter la présence ou non de parasites. Et puis comme je l'ai dit, on a vu un certain nombre de symptômes qui peuvent être à des niveaux d'importance différents selon la personne, selon les parasites, selon la quantité, selon depuis combien de temps en fait les parasites sont présents dans l'organisme. Voilà pour ce soir. Demain, on verra le deuxième volet, donc les parasites et la santé intestinale. Parce il y a un lien, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, mais je ferai un focus, notamment sur la flore intestinale. Et puis donc samedi, on verra quel type de programme antiparasitaire naturel efficient je peux vous recommander pour comment dire, contre les parasites. Voilà. Et
Bien, bah, on se retrouve demain, vendredi à 19h30 pour le deuxième webinaire sur les parasites et la santé intestinale. Merci.